Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette Mmh. conférence du LINE, le Laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction, qui est un groupe de recherche mis sur pied à l'initiative de l'Association canadienne des écoles de traduction, l'ACET, dans l'objectif d'encourager la recherche en français orientée vers les innovations technologiques et pédagogiques qui touchent la formation en traduction à l'ère du numérique. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, le noyau du Linet, c'est Valérie Florentin, Éric Poirier, René Desjardins, Émilie Gobin-Roberge et moi-même. Je vous rappelle toujours que le groupe a été mis sur pied grâce à l'aide inestimable de Madame Zélie Guével. On ne serait pas là aujourd'hui sans ses idées. On tient à souligner le soutien financier de l'Université Mmh. Laval, de l'UQTR, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. La conférence de ce matin s'intitule La traduction à l'ère de l'intelligence artificielle, enseignement et pratique. Elle est prononcée par M. Donald Barabé, qui pour la majorité d'entre nous n'a pas besoin de présentation, mais je vais le présenter quand même. Donc, Donald Barabé est traducteur agréé. Il a été président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec, membre du comité exécutif et vice-président du Conseil interprofessionnel du Québec, président du conseil d'administration du Centre de recherche en technologie langagière de l'UQO et vice-président au service professionnel du Bureau de la traduction du gouvernement du Canada. Il a enseigné la traduction à l'École de traduction et d'interprétation à l'Université d'Ottawa pendant environ 10 ans, chose que je ne savais pas. Il a prononcé de nombreuses conférences sur la profession de traducteur et a signé plusieurs articles sur la profession et son évolution. Donc, Monsieur Barabé, la parole est à vous. Bon, merci. Je vais partager mon écran tout de suite. Est-ce que ça va? Tout le monde le voit? Ça va? Oui? Oui, très bien. Avant de commencer, j'aimerais faire deux commentaires. Le premier, surtout si vous avez des questions et des commentaires à faire, ne vous gênez pas pour m'interrompre. Faites-le au fur et à mesure. Ça ne me dérange absolument pas. Alors, n'hésitez pas, levez pas la main, intervenez tout simplement. L'autre, et plus important encore, il y a plusieurs professeurs qui sont ici ce matin et plusieurs chargés de cours aussi. Je voudrais vous dire toute l'admiration que j'ai pour le travail que vous faites. C'est incroyable. Là, Alexandra a dit que j'avais été président de l'Ordre des traducteurs, c'est vrai. Euh, j'ai un certain nombre de réalisations dont je suis fier, mais il y en a deux. La deuxième, c'est d'avoir obtenu un acte réservé, le premier acte réservé pour les traducteurs agréés. Mais la première réalisation, c'est grâce à vous. Ça a été de faire du diplôme en traduction le critère d'agrément pour devenir membre de l'ordre. Lorsque ça a été discuté au conseil d'administration, il y avait certaines réserves. Et pour calmer toutes les réserves, j'ai dit on va inspecter tous les nouveaux diplômés qui deviennent agréés sur diplôme. Et depuis 2019 que ça se fait, donc 6 ans maintenant, il y a eu des dizaines, voire des centaines de nouveaux diplômés qui ont été inspectés par l'Ordre. Tous, sans exception, n'ont pas de problème. C'est grâce à vous. Vous faites un travail admirable. Alors, sans plus tarder, commençons. Voici le programme. On va parler de la fiction et de la réalité en ce qui concerne l'intelligence artificielle, du marché de la traduction, faire un état des lieux où il en est, de l'importance de la spécialisation en traduction, de la multilinguisation des communications, des rôles du langagier et l'enjeu déontologique que soulève l'intelligence artificielle pour les traducteurs professionnels. Alors, l'année dernière, on a fêté les 70 ans de la traduction automatique. Et il y avait Paramount News qui a décidé de faire un petit reportage là-dessus et le journaliste a demandé aux scientifiques, Does this mean the end of human translators?
Et naturellement, le scientifique a répondu, Yes, for human translators of scientific and technical material, but as regards to poetry and novel, no, I don't think it will ever replace translators of that type of material. Ça, c'est la fiction. Ça, c'est la fiction. La réalité, j'ai pris celui-là, c'était dans tous les journaux de l'année dernière dans la région de la Capitale-Nationale. Alors, les cyclistes doivent se mettre dans un seul fichier. C'est fascinant. En passant, ça a été fait par la Commission de la Capitale-Nationale d'Ottawa, qui a arrêté cette même année-là de faire affaire avec le Bureau de traduction. Et pourtant, c'est pas compliqué, là. Normalement, ça ne devrait pas être compliqué à faire, parce que fichier, cycliste, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. En fait, on voit que la traduction automatique et l'intelligence artificielle ne sont pas fiables jusqu'à preuve du contraire et non l'inverse. Pour le commun des mortels, c'est l'inverse, mais dans la réalité, elles ne sont pas fiables jusqu'à preuve du contraire. And when deployed in the wild, these large language models may still generate hallucinations, highly pathological translations that can severely damage user trust and pose serious safety concerns. J'adore le pathological translations. Et voici ce que OpenAI lui-même disait lorsqu'il a sorti son logiciel. The task of writers, authors, interpreters, translators, and public relations specialists cannot be fully automated by these technologies. Intéressant. Et voici ce que l'Institut du Québec, dans son dernier rapport de janvier 2025 sur les répercussions de l'automatisation et de l'IA sur la main-d'œuvre au Québec, quels sont les travailleurs et travailleuses les plus vulnérables. En passant, les traducteurs ne font pas partie de ça. L'IA automatise surtout des tâches spécifiques et non des emplois dans leur entièreté. En d'autres termes, la technologie sert généralement davantage à améliorer la qualité des emplois qu'à les abolir. Au même moment, janvier 2025, le World Economic Forum disait exactement la même chose. Gen AI shows trends in reading, writing, and mathematics and multilingualism, where it can assist in summarizing complex information, drafting text, performing calculations, and translation. These findings highlight the potential of Gen AI, generative AI, for augmenting human work through human-machine collaboration rather than fully replacing it in most areas, affirming that human oversight remains crucial even in areas where Gen AI can provide assistance. C'est intéressant quand même que ces organismes-là font ce genre de nuances-là. Dans Slater de décembre, on disait domain specific translation, par exemple dans le domaine médical, is challenging for general purpose open source large language models. Et une des dirigeantes de RWS, qui est une des plus grandes agences de traduction au monde, disait Large language models just average the language choices that other writers have made before them. So basically, they're going for the least interesting choice. They lack persistence memory, so they do not remember what they responded to your prompt yesterday. Et vous l'avez tous essayé, vous demandez une traduction à 10 heures le matin, vous redemandez la même traduction et vous la redemandez de la même façon à 11 heures le matin, vous n'avez pas la même traduction. C'est intéressant. Cette même personne-là, Mme Pancheva de RWS, a fait une comparaison que j'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante. Et elle a dit, c'est Obélix, et Astérix et Obélix. Obélix, c'est l'intelligence artificielle, c'est une puissance brute, et Obélix sans Astérix, sans l'analyse, sans les nuances, ça ne fonctionne pas. Alors, donc, c'est un tandem qui est intéressant si les deux fonctionnent en tandem. Si les deux fonctionnent en tandem. Vraiment, pas de commentaires jusqu'à maintenant? C'est beau. Donc, il y a deux types essentiellement d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle complémentaire, qui crée des emplois et qui contribue à accroître la productivité. L'autre, c'est une intelligence artificielle de substitution, c'est-à-dire qui automatise des tâches précédemment effectuées par des êtres humains.
Et selon le World Economic Forum et l'Institut du Québec, l'intelligence artificielle générative est clairement complémentaire en traduction et non pas de substitution en traduction. Ça, c'est un tableau qui a été fait pour le Conseil interprofessionnel du Québec. Le Conseil interprofessionnel du Québec, c'est l'organisme qui conseille le gouvernement du Québec sur toutes les questions qui touchent les ordres professionnels et le système professionnel. Il réunit, le Conseil interprofessionnel, les 46 ordres professionnels qui réglementent les 55 professions réglementées au Québec. Pour vous donner une idée, l'OTIAC, à lui seul, en réglemente 3. Traducteur-interprète, terminologue-interprète agréé et interprète agréé. Et ils ont demandé, le Conseil interprofessionnel a demandé à McKinsey quelles étaient la proportion du temps consacré à des tâches qui vont être automatisables pour les différentes professions réglementées au Québec. Allons tout de suite au traducteur, terminologue et interprète agréé. 16 automatisable. Avocat, 23. Médecin, 23. Pharmacien, 47 Ça a été fait en 2021, un an avant ChatGPT. Ce qu'on voit, c'est que ça augmente partout, y compris chez nous. On n'a pas le chiffre exactement, mais ça augmente énormément, par exemple, chez les avocats, chez les médecins, chez les pharmaciens, chez tous les autres. Okay? Ceux où ça ne bouge pas, c'est, par exemple, travailleurs sociaux, infirmières. Regardez les infirmières auxiliaires. Intéressant. Très intéressant. Alors, ça touche tout le monde à des degrés divers. À des degrés divers. Comment les cabinets et les agences le percevaient en 23, comme percevaient l'intelligence artificielle en 23 et en 24, en jaune en 24, on va se concentrer sur le 24. Alors, l'impact était jugé négatif pour 21, positif ou neutre pour 79 au total, 80 grosso modo, voyaient en 24 que l'intelligence artificielle n'était pas négative. Loin de là. L'état des lieux du marché. Alors, essentiellement, il ne faut pas perdre de vue que la traduction, elle est essentiellement gratuite depuis 2006 dans le monde, depuis l'avènement de Google Traduction. Elle est gratuite, essentiellement. Et pourtant, je n'ai pas été capable de voir les chiffres qui vont jusqu'en 2006, mais j'ai eu 2009. Entre 2009 et 2023, le marché de la traduction est passé de 23 à 70 milliards de dollars, une augmentation de 189 Alors, juste pour l'illustrer, deux tableaux, là. Alors, regardez, hausse de 189 de 2009 à 2023. La hausse prévue en 23, de 23 à 27, était de 8 par année, 40 Pour vous donner une idée, là, 7 par année, ça double tous les 10 ans. 10 par année, ça double tous les 7 ans. Okay. Alors, imaginez-vous, là, si vous placez 1 000 à 7 par année, vous allez être très heureux. Ça double. OK? Ça, c'est ce qu'il disait en 23. Alors, en 24, on avait eu de 2018 à 2023 une augmentation de 6 par année. Et ce qui était prévu, c'est 7 pour de 24 à 28. J'ai hâte de voir. Les données ne sont pas sorties. Je pensais qu'ils seraient sortis à temps pour la conférence. Malheureusement, ils ne sont pas sortis. Ce qu'on entend de 24, c'est que ce serait à peu près stable avec 23. Mais on pense, la plupart des gens pensent qu'après ça, ça va se remettre à monter parce que les communications ne diminuent pas. On va revenir, je vais revenir là-dessus tantôt. Ça va? Ce qui est particulièrement intéressant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, puis c'est Anthony Pym, entre autres, qui le disait en 21, In practical terms, this means that automation boosts the number of cross-cultural exchanges to the point where more human translators are needed. Et Common Sense Advisory a produit ce tableau-là en 2019, qui est extrêmement intéressant. 2019, là, ça fait 6 ans. Je vais revenir sur ce 6 ans-là d'écart. Okay? Et il disait en 2019 que si toute la population des329 millions, 330 millions d'habitants, hommes, femmes et enfants,
toute la population de l'Indonésie, 270 millions d'habitants, et toute la population de la Chine, 1,4 milliard d'habitants, ça, c'est un total, ça fait 2 milliards de personnes. Si les 2 milliards de personnes-là, 25% de la population de la planète, se transformaient miraculeusement en traducteurs professionnels, ils ne réussiraient, ces 2 milliards de traducteurs professionnels-là, qu'à traduire que 1/100 de 1% de tout le contenu multilingue produit chaque jour dans seulement 100 des 7100 langues de la planète. Je répète, 2 milliards de traducteurs professionnels ne traduiraient que 1/100 de 1% de tout le contenu multilingue produit chaque jour dans seulement 100 langues. Et ça, c'était en 2019, ça fait 6 ans. Je connais bien les gens de Common Sense, et d'après eux, il faut ajouter au moins un zéro aujourd'hui. 1 millième. Au moins un zéro aujourd'hui. En toute objectivité, ce n'est pas tout le contenu multilingue qui est produit chaque jour qui a besoin d'être traduit. Par exemple, tout ce qu'il y a sur Facebook n'a pas nécessairement besoin d'être traduit. Mais quand même, ça donne une idée de l'ordre de grandeur. Ça donne une idée de l'ordre de grandeur. Alors, et le paradoxe avec lequel on doit composer, nous, les traducteurs professionnels, maintenant, c'est la ressource, ça démontre clairement là, la rareté de la ressource professionnelle. Et ce n'est pas normal, si la ressource professionnelle est aussi rare, de demander à un traducteur professionnel de traduire une note d'ascenseur pour annoncer le party de Noël de la compagnie. Elle doit être traduite, cette note d'ascenseur-là, mais on devrait pouvoir la confier à la traduction automatique ou à l'intelligence artificielle, mais elle doit être correcte, la traduction de ça. Et ça, ce n'est pas garanti. Ça, ce n'est pas garanti. Ce qui est intéressant dans ça, c'est on est dans la période des impôts, comme vous le savez. Moi, je fais ma propre déclaration d'impôt en utilisant un logiciel. Et vous savez que les comptables agréés ont perdu 85% de leurs revenus lorsque Microsoft a sorti le logiciel Excel pour la tenue de livre. 85% de leurs revenus. Est-ce que vous savez combien de revenus on a perdu depuis 2006, depuis que la traduction est gratuite? Zéro. En fait, comme vous l'avez vu dans les graphiques précédents, on a connu une augmentation de la demande de 190% durant cette période-là. Je reviens à mon logiciel de comptabilité, de fiscalité. Il est fait pour respecter tous les principes comptables. Il est fait par des techniciens en informatique et par des comptables. Il y a très peu de gens, il y a très peu de traducteurs qui travaillent dans les équipes d'intelligence artificielle ou de traduction automatique. C'est un enjeu. C'est un enjeu. Alors, il faut absolument, à un moment donné, qu'on intègre ces équipes-là. C'est très important parce que, à quelque part, à un moment donné, c'est pas normal que la note d'ascenseur pour annoncer le party de Noël soit traduite par un traducteur professionnel. C'est pas normal. L'importance de la spécialisation. Alors, vous savez, le savoir humain, ça forme une pyramide. Ça forme une pyramide. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a un savoir de fine pointe, puis après ça, il devient moins avancé, il devient de pointe, avancé, intermédiaire et de base. Puis je vais donner un exemple. Le premier savoir de fine pointe là, qui a été inventé par l'humanité, c'est comment faire du feu. Comment faire du feu. Au tout début de l'humanité, c'était un savoir de fine pointe. Okay? Maintenant, c'est vraiment un savoir de base. Vraiment de base. Ce qu'on est en train de constater, et c'est ce que disait aussi l'Institut du Québec dans son rapport de janvier et le World Economic Forum dans son rapport lui aussi de janvier, c'est que ce qui est du savoir avancé, intermédiaire ou de base, l'intelligence artificielle s'en occupe de plus en plus. Ce n'est pas le cas du savoir de fine pointe et du savoir de pointe. D'où l'importance pour les traducteurs de se spécialiser parce que la traduction généraliste, l'intelligence artificielle va s'en occuper beaucoup, beaucoup. Même si elle n'est pas encore tout à fait à la hauteur, et ça, il faut qu'on travaille pour qu'elle le devienne, plus à la hauteur.
Ça, ce sont les grands secteurs où il y a de la demande de spécialisation. Les grands secteurs demandent de traduction, de demande spécialisée. Alors, l'informatique vient en tête de liste, les sciences de la vie, okay, finance, droit, le domaine manufacturier, éducation, apprentissage, marketing, et là, ça descend comme ça. Okay? Alors, c'est important que les traducteurs se spécialisent. C'est important que la formation aussi tende vers ça. Vous savez, on peut faire des parallèles aussi avec beaucoup avec la profession juridique. Quand on regarde le baccalauréat en droit, on voit que c'est introduction au droit commercial, introduction au droit de la famille, introduction au droit pénal, introduction au droit civil, et patati patata. Et lorsque les diplômés sortent sur le marché, ils ne sont pas spécialistes et ils se spécialisent. C'est la même chose en traduction. La même chose en traduction. Comment se créer le contenu? J'ai trouvé ce graphique-là particulièrement intéressant. Regardez comment ça a évolué en quelques années. Dans les années 90, ça prenait des semaines à des mois pour produire du matériel imprimé. Et c'était la première fois qu'on entendait parler d'interface utilisateur. 10 ans plus tard, on était passé de semaine à mois à jour à semaine, 9 fois plus vite. 10 ans plus tard, 2000, 8 fois plus vite. Des heures à des jours. En 2010, 25 fois plus vite pour produire du contenu, des minutes à des heures. Puis dans les 2020, 3700 fois plus vite qu'en 2010. Sans surprise, qu'est-ce que veulent les clients? Qu'est-ce qui importe le plus aux clients? Le respect des délais. Le respect des délais. Qu'est-ce qui importe le moins aux clients? Regardez, là. Le coût, le prix, il est là, seulement ici. Le respect des délais. Et moi, j'ai une anecdote à vous raconter. En 1992, il y avait un débat énorme sur l'ALENA. C'était la négociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Et ça faisait énormément de débats dans la société canadienne. Est-ce qu'on veut vraiment s'allier comme ça, si proche aux États-Unis et tout ça? Et on voit aujourd'hui tout le débat qu'on a avec ça, là, sur la même question. Et tout ça. Et alors, en 1992, moi, je dirigeais le service de traduction du ministère des Affaires étrangères et je reçois un appel un soir du sous-ministre des Affaires étrangères. Il dit, Monsieur Barbé, je voudrais que vous veniez me voir immédiatement, le soir. Alors, je me rends à son bureau. Il dit, écoutez, on a besoin d'avoir la traduction de l'ALENA, de l'ébauche, et on n'avait pas fini les négociations. Ça, c'est signé en 1994. Et il dit, on a besoin de ça dans les 48 heures. Oui, OK. Mais il dit, il y a un petit problème, c'est 1200 pages, à 400 mots la page, 500 000 mots, 48 heures. On l'a fait. On a mis 225 traducteurs du bureau là-dessus. 225, littéralement. Si vous faites le calcul, ils ont traduit à peu près 2200 mots chacun. Okay? Pourquoi seulement 2200 mots en 48 heures, en 2 jours, donc? Parce que c'est un texte ultra, mais vraiment ultra spécialisé. Et alors, on l'a fait. Supposons que ce serait aujourd'hui, que je recevais le même appel aujourd'hui du sous-ministre pour traduire les mêmes 1200 pages, les mêmes 500 000 mots en 48 heures. Qu'est-ce que vous pensez que je ferais? Je le passerais dans l'intelligence artificielle. Et ça me permettrait à ce moment-là de prendre une quarantaine de réviseurs pour le réviser et non pas 225 traducteurs pour le réviser. Et j'obtiendrais un meilleur résultat qu'à 225 qui ne pouvaient pas se parler, qui étaient répartis un peu partout. Là. Tandis que là, je mettrais une quarantaine de réviseurs dans la même salle. Okay? La façon dont ça fonctionnerait, c'est qu'à un moment donné, là, Madame Hillinger, avez-vous cette expression-là dans votre partie? Comment vous l'avez rendu dans votre partie? Et là, on s'entendrait comme ça. Alors, c'est un atout extraordinaire qu'on n'avait pas avant. C'est un atout extraordinaire. On assiste maintenant à une multilinguisation du monde.
Regardez, en 2001, il y avait à peu près un demi-milliard d'internautes. En 2025, on est rendu à 5,5 milliards d'internautes. 69% de la population de la planète a accès à l'Internet. Regardez, en 2001, l'anglais représentait 45% de l'Internet. Regardez maintenant 20%. Ce n'est pas tellement que l'anglais diminue, c'est que les autres grossissent. Regardez, le chinois était à 8, là maintenant 19. Les autres langues, 9, maintenant 35%, plus 292%. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une multilinguisation qui se fait, une baisse de l'anglais, par exemple, dans la littérature, dans la musique, dans les films. Regardez, la série sur Netflix qui a connu le plus gros succès, c'est Squid Game, qui a été produit en coréen et qui a été sous-titré en coréen, présenté à Netflix, sous-titré. Okay. Une baisse de 26% de l'anglais dans les communications, une hausse de 360% du mandarin, de 1200% du swahili, qui est la langue de la Tanzanie, du Kenya, de la République démocratique du Congo, de 2500% de l'amharique, qui est la langue nationale de l'Éthiopie. Et on voit l'effet du BRICS. Alors, le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, okay, qui veulent contrebalancer le G7. Le BRICS a élargi le nombre de ses membres. Maintenant, il n'y a plus juste ces 5 pays-là. Il y a aussi l'Indonésie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis. Tant et si bien que le BRICS réunit 50% de la population mondiale, 35% du PIB mondial. Le G7, c'est 40% du PIB mondial et c'est 15% de la population mondiale, le G7, à peu près. À peu près. Okay. On voit donc que en raison de l'informatisation et tout ça, les langues prennent de plus en plus de place. La multilinguisation prend de plus en plus de place. On va voir ailleurs, dans l'enjeu déontologique, qu'il reste encore passablement d'enjeux sur ce plan-là. Et on voit avec ce qui se passe avec nos voisins du Sud actuellement, l'importance de diversifier les marchés. Le Canada est signataire d'une centaine d'ententes de libre-échange avec une centaine de pays. Et la clé pour entrer dans les pays qui ne parlent pas notre langue, c'est la traduction. On ne peut pas entrer dans un pays qui ne parle pas notre langue, on ne peut pas envoyer nos produits ou services dans ces pays-là si la documentation n'est pas traduite dans la langue nationale. C'est comme ça dans le monde entier. Et la traduction est indispensable pour ça. Ça faisait dire à Nicholas Ostler, un grand linguiste britannique, en 2010, dans son livre The Last Lingua Franca, English Until the Return of Babel, the long-term tendency for information technology developments is to lessen the inaccessibility of the world's languages, to break down language barriers, but without abolishing the languages that caused them. One long-term implication of this is that information technology is undercutting the necessity to have a lingua franca at all. En fait, ce qu'il dit dans son livre, c'est que finalement, la traduction automatique va remplacer la nécessité d'avoir une langue, une lingua franca. Lorsqu'il était interviewé au moment de la sortie de son livre, j'ai assisté à certaines de ces interviews-là, il se faisait dire, oui, mais monsieur Ostler, la traduction automatique, c'est pas fameux. C'est en 2010, là, ça fait 15 ans là, de ça. Mais il disait, mais qu'est-ce que vous pensez que les bilingues de ce monde produisent comme traduction? Selon les estimations, il y aurait entre 45 et 55% de la population de la planète qui serait bilingue. Allons-y avec 50%. Dans ce chiffre-là, il y avait mon père qui se déclarait bilingue dans le recensement de Statistique Canada et il connaissait pourtant moins de 100 mots en anglais. Mais il se déclarait bilingue. C'est ce que vous voulez. Alors, lui, il disait, Ostler, écoutez, la traduction automatique, c'est pas parfait, mais les bilingues non plus, c'est pas parfait.
Michael Cronin, que vous connaissez bien, qui est un grand théoricien de la traduction, disait, lui, en 2013, When we talk about the information age, the information technology, and the information society, we should really be talking about the translation age, the translation technology, and the translation society. Tout passe par la traduction. Tout passe par la traduction maintenant. Et pour citer un autre linguiste français, celui-là, en 1999, lui, il voyait le système linguistique, l'ensemble des langues, comme un système gravitationnel. Alors, au centre, la lingua franca, l'anglais, il y avait 5 à 10 langues en périphérie, première périphérie, 100 à 200 dans le deuxième siècle, puis toutes les autres, langues minoritaires d'Europe, langues africaines, langues premières d'Amérique, langues minoritaires d'Asie, à l'extérieur. On appelle ça les langues hypercentrales, supercentrales, centrales, périphériques. L'apprentissage des langues secondes, c'est un processus qui est centripète. Alors, on passe d'une langue qui est moins prestigieuse pour aller vers une langue plus prestigieuse parce qu'elle va nous apporter quelque chose. Lorsqu'on a appris une langue seconde, on peut traduire et le processus, lui, devient centrifuge. Okay? Parce qu'on traduit une langue B vers notre langue A. Les traducteurs jouent un rôle fondamental pour protéger contre l'acculturation, pour faire en sorte qu'ils n'importent pas dans leur traduction des faits de langue et de culture des autres, de l'autre langue. Okay? Parce que en linguistique, il est bien établi que les langues fortes exportent leurs faits de langue et de culture et les langues faibles les importent. Okay? Alors, les traducteurs professionnels jouent un rôle fondamental pour ça. Et je vais revenir sur cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu déontologique crucial. Rôle du langagier. Alors, ça, c'est un graphique de Common Sense Advisory. La première fois que j'ai rencontré les gens de Common Sense Advisory, j'ai d'excellents rapports avec eux, je les connais très bien. Depuis cette fameuse rencontre-là, en 2003. En 2003, le président de Common Sense Advisory, Donald De Palma, était invité à prononcer une conférence et moi aussi, j'étais conférencier. Et lui, c'était la veille et moi, j'étais le lendemain. Et à sa conférence, il a parlé de la commoditization de la traduction et du fait que the translators are at the bottom of the food chain. J'ai été furax. Alors, j'ai refait toute ma conférence durant la nuit et tout ça. Et puis, on est allé prendre une bière après la conférence, lui et moi, et on a parlé longtemps. Et on s'entend très, très, très bien. Mais regardez, 2003, translators are at the bottom of the food chain. Regardez ce qu'il disait en 2017, là, ici. Là. Alors, okay. Shift to human-centric machine translation. Wow, human-centric. Le client est ici, ça passe par la traduction automatique, puis il y a quelqu'un qui s'appelle un post-editor qui traduit. Okay. En passant, post-editing. Okay. Should we stop using the term full post-editing? Un sondage de translator. Okay. Whatever the client prefers, 16%. No, 18%. Yes, 65%. Oui, arrêtons d'utiliser la post-édition. C'est de la révision, c'est de la traduction qu'on fait. Okay. Revenons à Common Sense. Regardez, 2017, 2020. Ah! Post-editor, regardez là, le traducteur est au centre. Le client, le traducteur, et c'est le traducteur qui utilise la traduction automatique. 2020. Regardez les révolutions. 2021. Regardez maintenant. Le langagier est au centre de tout. Okay? Enhanced Translation Memory, Lights Out Project Management. Ça, c'est des systèmes qui permettent 24 heures sur 24 de recevoir et de livrer les traductions. Okay? Adaptative Neural Machine Translation, Automated Content Enrichment, Intelligent Terminology Management. Le langagier est au centre de ça. Ça, c'est en 2021. Regardez 2024. On entend parler souvent de Human in the Loop. Common Sense Advisory, no. Human at the core. Human at the core. Parce que Human in the Loop, c'est juste un concierge. Okay? Et regardez comment il l'illustrait en décembre 24, il y a quelques mois. Okay? Human at the core of the global content and language offerings. Pourquoi ils sont là? C'est quoi l'offre? L'interprétation.
création de contenu et transformation, translation, transcreation, localization, MT editing, multimodal, cross-modal content delivery, in-language content generation. Okay? Language operations enabler, language technology, language delivery tools, large language models, focused language models, supporting and enabling services, multimedia, dubbing, narration, voiceover, subtitling, audiovisual, tout. C'est ça que maintenant, de plus en plus, les agences et les cabinets de traduction offrent. De plus en plus. L'évolution des rôles dans les années 90, traducteur, gestionnaire de projet, correcteur, correcteur d'épreuves. Regardez aujourd'hui, AI Content Strategists, Prompt Engineers, Cultural Adaptators, AI Curators and Evaluators, Responsible AI Officers. Il y a eu une évolution dans le temps. Les phases de la révolution industrielle a connu 4 phases, c'est 4 grandes phases. Elle était dans les années 1700, elle était mécanique, la révolution industrielle. Dans les années 1860, fin des années 1800, elle est devenue électrique. Fin des années 1900, électronique. Et aujourd'hui, elle est cybernétique. Les phases de la révolution, j'ai appelé ça la révolution traductionnelle. Okay? Traduction 1.0, il y a 5500 ans, là. Okay? À 1985 à peu près, là, le transfert était fait manuellement. Puis j'ai inclus là-dedans la IBM Selectric. Okay? À partir d'à peu près 1985, le transfert a été assisté parce qu'on a eu les premières banques de terminologie en ligne, l'ordinateur et tout ça, mémoire de traduction et tout. Début de la traduction automatique. À partir de 1922, on a la traduction 3.0. On parle de génération de contenu multilingue, de plus en plus. C'est ça qui se passe maintenant. Ah, simple, pas de questions ni de commentaires. Ça soulève un enjeu déontologique. We have become fixated with our clients' words and not what they want to achieve with them, becoming cross-language secretaries and not cross-cultural communication consultants. We sell words or even keystrokes and not IDs. Et même si cette citation-là date de 2002, elle est malheureusement, encore tout à fait pertinente. Il faut qu'on change ça. Et là, je vais remettre mon chapeau d'ancien président de l'Ordre et d'ancien vice-président du Conseil interprofessionnel. Pour citer l'article 23 du Code des professions, chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. Il y en a 46 ordres professionnels au Québec. Okay? Le barreau est un ordre professionnel, le Collège des médecins est un ordre professionnel, l'Ordre des ingénieurs est un ordre professionnel, l'Ordre des comptables professionnels agréés est un ordre professionnel, l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés est un ordre professionnel. Tous les ordres ont la même fonction, assurer la protection du public. C'est qui le public? Dans les faits, il y a 3 publics distincts. Les personnes physiques, les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les institutions publiques et parapubliques, les organismes à but non lucratif, etc., les gouvernements et tout là. Et le troisième public, c'est la société dans son ensemble. Collectivement, les 46 ordres professionnels et leurs membres interviennent auprès des 3 publics. Collectivement, les 46. Individuellement, pris individuellement, chaque ordre intervient auprès de publics distincts. Certains interviennent auprès seulement d'un seul public. Par exemple, l'ordre des physiothérapeutes. Ils interviennent auprès des personnes physiques. Okay? D'autres auprès de 2. Okay? Par exemple, le Collège des médecins intervient auprès des personnes physiques, les médecins interviennent auprès des personnes physiques et de la société dans son ensemble, pas auprès des entreprises. D'autres auprès de 3 publics. Okay? Les 3. En passant, le TIAC, c'est les 3. Lorsque les ordres interviennent auprès de la société dans son ensemble, la protection du public revêt une dimension d'intérêt public. Okay?
Par exemple, le barreau contribue à l'efficacité du système de justice. Le barreau et ses membres. Le Collège des médecins et ses membres à la santé publique. L'Ordre des comptables professionnels agréés à l'intégrité du système financier. L'OTIAC au maintien de l'identité linguistique et culturelle du Québec. Dans leur sphère de compétences respectives, les professionnels et leurs ordres mettent alors leur expertise au service de la société. Parce que le principe de responsabilité sociale, okay, ce qui signifie tenir compte des conséquences sur la société, contribue à la protection du public. C'est crucial, crucial. Les traducteurs professionnels ont un double mandat de protection du public. Le premier mandat, c'est de protéger le public contre des préjudices graves, irrémédiables ou difficilement rémédiables de nature physique, psychologique, émotif ou morale, financier ou économique, matériel, juridique. Ça, c'est le premier mandat. Le deuxième mandat, c'est de protéger la société contre l'acculturation. Et lors d'une conférence, l'INET, M. Éric Poirier, qui n'est pas ici malheureusement, il ne pouvait pas assister ce matin, là, avant d'arriver à ça. Regardez l'enjeu. Common Crawl, c'est un OBNL qui fait pour tous les chat GPT de ce monde, là, okay, qui fait le recensement, qui fait le minage de ce qui se trouve sur les textes, sur les sites Internet. Et regardez ce qui se trouve sur les sites Internet, là. 47%, 48% est en anglais. 38% dans 55 autres langues européennes. Donc, 85% est en anglais ou en 55 langues européennes. 9% de tout ce qui se trouve sur le net est dans des langues en chinois ou en japonais. 4% dans 40 autres langues asiatiques, 1,4% dans les langues du Moyen-Orient et moins de 1% langue africaine. Il y a un énorme enjeu d'acculturation ici, là. Ici, là. Et moi, j'ai eu le plaisir et la chance d'étudier avec Jean d'Arbelnay, imaginez-vous. Il m'a enseigné 2 cours. Il avait 84 ans et j'espère qu'à 84 ans, je vais être aussi allumé qu'il l'était, lui, à l'époque. C'est incroyable. Et le dernier cours, la dernière semaine, il a dit quelque chose que j'ai pris en note et puis j'en revenais pas. L'un des principaux critères d'évaluation de la qualité d'une traduction est sa longueur par rapport au texte de départ. Si elle est plus longue, elle est mauvaise. Si elle est plus longue, elle est mauvaise. Ben, toutes les traductions sont plus longues. Et c'est là où je vais citer une partie de la conférence, toute petite partie de la conférence de M. Poirier. En fait, ce qu'on voit là, c'est que les traductions, elles sont semi-littérales. Il y a un foisonnement dans les traductions. Incroyable. Et puis, M. Poirier avait pris comme modèle le budget fédéral de 2022, qui fait 100 000 mots en anglais. Le budget fédéral est toujours écrit en anglais, puis il est traduit en français. 126 000 mots en français, plus 25% de mots dans la version française, dans la version traduite. Et il donnait un exemple. Cette phrase-là. Totals may not add due to rounding. 7 mots. Okay? La traduction dans le budget, 14 mots. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 14 mots. Pour le plaisir, je l'ai passé dans DeepL. 15 mots. Un de plus. En français idiomatique, là, 4 maximum, 2 idéalement. Chiffre arrondi. C'est tout. C'est tout. Implicitement, et ça c'est la force du français, l'implicitation. À partir du moment où les chiffres sont arrondis, le total ne peut pas arriver à 100. Impossible. Fascinant.
Moi, je suis traducteur juridique, alors j'ai dirigé le service de traduction du ministère de la Justice. Alors, j'ai pris un exemple dans la loi sur les langues officielles. Regardez, 20 on lira pas le texte, là. 21 lignes ici en anglais, 15 en français. Et regardez comment ça a été divisé en anglais, comment c'est divisé en français. Il faut savoir que depuis la fin des années 70, les lois au Canada ne sont pas traduites, sont rédigées parallèlement. Okay? Alors, lorsque, par exemple, le gouvernement du Canada veut faire une nouvelle loi sur un domaine, il y a un juriste qui est nommé pour piloter ce dossier-là, de la rédaction de cette loi-là, en français, et un autre qui est pour la version anglaise, et ils travaillent ensemble, naturellement. Okay? Regardez, incroyable, hein? L'écart. En 1980, toutes les lois qui existaient avant ont été refaites sur ce processus-là, le principe de rédaction législative en français. Et ça a entraîné ce genre de choses-là. Ça a obligé le bureau à donner des cours aux juges de la Cour suprême qui disaient, oui, mais moi, là, quand je cite, là, les 4 dernières lignes ici, là, je les retrouve où en français, mes 4 dernières lignes, là, quand je cite en anglais, là? Alors, on a donné la formation aux juges de la Cour suprême pour les amener à comprendre comment les deux cultures fonctionnent. Et ça marche très bien maintenant. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ce qui est intéressant, c'est essayons de faire une rétro-traduction de ça, puis le faire en anglais. Jamais on sortirait avec 11, 1, A et B. Jamais. Jamais. Ça rend impossible la rétro-traduction, qui, à mon avis, est une impossibilité aussi. Oui, à mon avis. Vous savez, euh, les Américains, quand on passe un accord avec eux, naturellement, tout est négocié en anglais, tout est écrit en anglais, mais la version française fait foi. Alors, les Américains retraduisent la version française en anglais. Et là, ils viennent nous voir. Alors, quand j'étais aux Affaires étrangères, ils venaient nous voir et ils disaient, Monsieur Barabé, là, comment ça se fait qu'on a écrit When pigs fly en anglais, puis vous mettez quand les poules auront des dents? Okay? Alors, il fallait leur expliquer que ça voulait dire la même chose. Okay? Alors, les Américains procèdent par rétro-traduction. Même loi, même loi. Regardez, 25, ici, 15, une vingtaine de lignes. Regardez, prenons juste les hearing of witnesses in official language choice, droit des témoins. Qu'est-ce que vous pensez que normalement sortirait de la traduction automatique ou sortirait normalement, là? OK? Ça serait audition des témoins dans la langue officielle de leur choix. OK? C'est là, ici. Ils peuvent être entendus dans la langue de son choix. Il incombe de veiller à ce que tout témoin puisse être entendu dans la langue officielle de son choix. Marginal no, duty to provide simultaneous interpretation. Note marginale, service d'interprétation, obligation. Duty to. Marginal note, federal court may provide simultaneous, may provide. Note marginale, service d'interprétation, faculté. Tout ça pour dire que il faut absolument qu'on en arrive à ça. Alors, je termine sur 2 choses. Les grands avantages et inconvénients de l'IA. Les avantages, c'est sa rapidité, la productivité, la facilité d'utilisation. Elle maîtrise pas mal bien la syntaxe. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Elle dit des bêtises, là, parfois, là, souvent, mais elle les dit bien. Les niveaux de langue, on peut demander divers niveaux de langue, puis elle s'en tire pas mal. S'en tire pas mal. Elle décharge les gens, les travailleurs, pas juste les traducteurs, les travailleurs, de tâches répétitives et à faire valeur ajoutée, et elle permet de créer de nouveaux rôles, de nouveaux postes, de nouvelles fonctions. Mais elle n'est pas fiable. Il y a des enjeux de confidentialité et de sécurité des données. Il y a des enjeux de déontologie, on vient de le voir. Ça incite à la paresse. Elle ne s'améliore pas à l'usage et ça entraîne l'acculturation. Alors, en terminant, conclusion, elle est là pour rester, l'intelligence artificielle.
Et c'est un outil, c'est un atout pour la profession, plus qu'un inconvénient. Mais il est nécessaire de défétichiser les gains de productivité générés par l'IA. Okay? Pourquoi? Pour éviter le simple tamponnage en caoutchouc des sorties machines. Ça, c'était pour rubber stamping. C'est ça que DeepL m'a donné. Rubber stamping. Okay? Quand même intéressant. Hein? DeepL a très bien traduit, là, le single file là, pour les cyclistes, là, il l'a très, très bien traduit. Mais rubber stamping, encore, avant hier, là, tamponnage en caoutchouc. Okay? Profiter des gains de productivité pour désacculturer les traductions. Il faut qu'on enseigne aux traducteurs, y compris ceux qui exercent, là, écoutez, là, la règle de Darbelnet, là, ça a du bon sens. Okay? Alors, si votre paragraphe en anglais, il y a 10 lignes, puis vous en avez 15, il y a un problème. Okay? Il faut prendre du recul pour pouvoir vraiment, vraiment idiomatiser nos traductions. Et il faut se positionner en expert en communication interlinguistique et interculturelle, parce qu'on n'est pas des cross-language secretaries. Alors, ça termine ce que j'avais à dire. J'ai eu aucune question, aucun commentaire. Est-ce qu'il y en a? Simple. Il y en a très certainement, Monsieur Barabé, mais vous savez, on avait un cadre dans l'INEL, les gens sont des gens d'habitude, on pose nos questions à la fin, donc personne n'a osé vous interrompre. Bon, Donc, je vais arrêter le partage. oui, je suis certaine là, qu'il y a des questions, des commentaires. S'il n'y a pas personne qui se lance, moi je me lance. On fait Ah, comment pour... il y en a Oui, une. Allez-y, après. Madame Hulot. Ah ben là, trop tard, là. Moi, je l'ai, je la lance. Oui. On fait comment pour convaincre le grand public qu'on est là pour rester et puis plus encore, nos futurs étudiants? Ah, Ah ouais. oui, hein. Oui. Écoutez, bizarrement, notre principal atout, c'est l'intelligence artificielle elle-même. Et plus les gens l'utilisent, plus elle voit qu'elle hallucine, qu'elle divague, qu'elle présente des risques. Alors, il faut en même temps prendre toutes les occasions pour se mettre sur la scène. Absolument. Le grand problème des traducteurs, c'est qu'ils sont des travailleurs de l'ombre. Il faut absolument qu'on sorte de l'ombre. Il faut prendre position le plus possible dans tous les domaines. Comment on fait pour attirer des étudiants? Il faut répéter sur toutes les tribunes, partout, que la traduction est là pour rester, que les traducteurs jouent un rôle crucial. Il y a toutes sortes d'initiatives qui peuvent être prises. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine passée dans la presse, il y avait tout un portfolio qui a été fait par l'Ordre des opticiens d'ordonnance pour encourager les jeunes à devenir opticiens d'ordonnance. Alors, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Ce serait vraiment essentiel de travailler dans ce sens-là. L'Union européenne a une initiative que je trouve très intéressante, c'est Traductores Juvenes. Toutes les années, ils font passer un concours dans l'équivalent des écoles secondaires, dans les lycées, un concours de traduction. Et puis, dans les 27 pays de l'Union. Et alors, il y a des choses comme ça qu'on pourrait faire avec nos écoles secondaires et tout. Mais il faut être sur la scène tout le temps, tout le temps. Merci Jeffrey, beaucoup. qui est à Paris, je pense. Tout, en plein centre de la Bretagne, En plein centre de la Bretagne. Ah, à Priziac, pour être exact, qui est pas loin de Carré. Là, ah, vous êtes... bonjour de Bréziac. Bon, merci énormément, Donald, pour cette conférence qui était très, très intéressant. Et bon, Emmanuel et moi, on pris plein de notes. Récemment, moi, je m'intéresse beaucoup aux sciences, mais puisque récemment, j'ai fait une intervention à l'Académie des sciences à Paris Mhm. sur la science ouverte et le multilinguisme. Et ce n'est qu'après que j'ai réalisé que, en fait, c'était un peu un marché de dupes. Les grandes scientifiques voulaient continuer à publier en anglais puisque leur pouvoir était là-dedans. Oui.
Et donc, tout ce que je disais passait à côté, puisque la réalité était autre. Et c'est pour ça que quand vous avez parlé de la poids de la traduction dans les sciences, ça m'intéressait beaucoup et ça m'intriguait beaucoup, puisque je me suis demandé à quel point c'est uniquement des non-anglophones qui veulent publier en anglais. Et aussi, si on prend en compte l'initiative Helsinki sur le multilinguisme en sciences, est-ce que c'est aussi finalement que les gens ont pigé que la science ne s'adresse pas uniquement à des scientifiques et cette science citoyenne est importante et donc la traduction absolument vitale si on va privilégier l'impact sociétal. Vous soulevez une question qui est extrêmement importante. Le commissaire à la langue française, qui a été nommé il y a à peu près un an et demi, c'est le premier commissaire à la langue française par le gouvernement du Québec, a produit un rapport sur l'utilisation de la traduction automatique pour la découvrabilité des sciences en français. Et j'étais président de l'Ordre à ce moment-là. Ça a été publié en 2023, fin 2023, et j'ai commenté ce rapport-là. Mais ça a permis de constater que actuellement, 80% des publications scientifiques se font en anglais. Alors, c'est là où on voit que c'est vraiment la lingua franca du monde. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que la science? Puis je vais le sursimplifier, là. La science, là, alors je vais prendre cette réalité-là, là, ma souris. La science, là, pour la sursimplifier, là, c'est un faisceau de lumière qui est braqué sur cette réalité-là pour permettre de l'ausculter et de l'analyser. Okay? Les scientifiques commencent à réaliser que plus il y a de diversité linguistique et de diversité culturelle dans les équipes scientifiques, et plus on voit qu'il y a plusieurs faisceaux. Alors, par exemple, dans les Andes, il y a un peuple, le peuple Améda, pour qui le passé est en avant, l'avenir est en arrière. Exactement l'inverse de nous. Mais ce serait très intéressant d'avoir des Amédas dans une équipe scientifique parce que le projecteur, le faisceau de lumière qui est projeté sur la réalité va être différent. Alors, il est très important d'avoir des initiatives pour favoriser la découvrabilité des langues dans les autres langues. L'OTIAC a communiqué avec l'UNESCO à ce sujet-là. L'UNESCO, comme vous le savez, a une convention sur la protection de la diversité culturelle. Et l'OTIAC a suggéré de travailler sur la traduction dans les 6 langues de l'ONU de tous les articles scientifiques pour permettre aux scientifiques du monde de produire leurs textes dans leur langue maternelle tout en sachant, si ça aboutit, là, que leur article serait traduit dans les 6 langues de l'ONU. Ce n'est que 6 langues, mais c'est déjà mieux qu'une seule langue, parce que ça a un effet, sinon, très, très acculturant. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça. Et la communauté scientifique commence de plus en plus à en prendre conscience, qu'il est important de diversifier la traduction des articles scientifiques. Ça va? Oui, de l'Université d'Ottawa? Oui. Oui, merci. J'ai partagé dans les clavardages mes réflexions à propos de votre présentation. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant et très, très important pour les présents de la profession, mais aussi de la traductologie. Donc, le premier volet, c'était ce que j'appelle la tentation de l'udite, ce qu'il faut éviter vis-à-vis de la critique de l'intelligence artificielle. Donc, il faut éviter les refus en bloc ou les denial, comme disent les Anglais. Et la deuxième réflexion, c'est à propos de l'importance de tenir en compte l'évolution épistémologique en cours. Donc, je parle ici de la théorie de la complexité qui existe heureusement déjà dans la traductologie, ainsi que la théorie des systèmes, mais il y a aussi les sciences sociales quantiques. Donc, du point de vue épistémologique, on est en train aussi d'évoluer et c'est cette évolution qui nous permet de mieux interagir avec l'intelligence artificielle dans notre discipline, dans notre profession. C'est très important que cette évolution épistémologique se reflète
dans nos programmes de deuxième et troisième cycle parce que c'est en montrant aux étudiants que cette évolution épistémologique est en cours et quels outils elle nous apporte pour mieux comprendre le présent, pour mieux construire ces nouvelles connaissances qui sont en train d'émerger, que nous allons rester pertinents, mais surtout compétitifs. Merci. Vous avez entièrement raison. C'est absolument important de l'expliquer à nos étudiants. Vous aurez remarqué que je n'ai pas abordé sur comment on doit enseigner la traduction aujourd'hui. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir et tout ça. Mon intuition, c'est purement de l'intuition. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction. Et j'entends souvent quand je parle à des professeurs, ils me disent, mais il faut leur apprendre à traduire avant de leur apprendre à réviser. J'ai l'impression qu'il va falloir leur apprendre à réviser pour leur apprendre à traduire. Il va falloir passer pour la traduction. Parce que de toute façon, ils l'utilisent, l'intelligence artificielle, pour traduire. Alors, de toute façon. Oui, bonjour, Monsieur Donald. Sénécal, bonjour, André. Oui, bonjour. Je reviendrai sur la question de la semi-littéralité. Oui. En milieu professionnel, la plupart du temps, il y a deux grandes causes de ça. La première, c'est les délais. Le traducteur, des fois, va se dire, c'est en français, ça passe, on va dire que c'est un français minimal correct. La pression des délais peut expliquer, je ne dis pas excuser, là, je dis expliquer que ça existe. Mais l'autre chose qui est plus importante, c'est la culture générale des traducteurs. Les versions très réduites que tu nous as montrées pour les textes de loi et tout ça, ça disons, correspond à la théorie du sens là, de l'école de Paris. Apprendre à penser avant de traduire. Et puis, pour ça, il faut quand même avoir lu beaucoup, avoir des ressources linguistiques assez poussées. Et puis, des fois, on remarque que c'est pas tout à fait le cas dans le milieu professionnel. Il y en a des cracks, là, on les connaît, mais aussi dans le quotidien, c'est pas quelque chose qui est valorisé ou même on dirait qu'on n'a pas le temps pour ça. Alors, quand on va arriver à l'enseignement, à la formation des traducteurs, est-ce qu'au niveau de la formation des traducteurs, on va pouvoir, comment je pourrais dire, est-ce qu'on va pouvoir combler ce manque de culture générale ou de culture linguistique qui doivent être poussées de plus en plus, là, d'autant plus que si on doit réviser des traductions machines ou de la traduction par l'intelligence artificielle, il y a des cas que simplement un choix de mots, là, parce qu'on ne connaît pas bien un domaine, va faire toute la différence là, dans une traduction acceptable. Alors, quelles sont les voies vers lesquelles on pourrait s'orienter en matière de formation des futurs traducteurs? Est-ce qu'on a des réponses là-dessus? C'est évident que la culture générale est cruciale et c'est évident aussi qu'une personne de mon âge a plus de culture générale qu'un étudiant de 18 ans qui arrive à l'école de traduction. Alors, il faut qu'on puisse admettre ça, qu'il y a une progression normale dans le temps, et ça, c'est normal. Tu as soulevé la question des délais. Les délais jouent. Le délai jouait avant l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a plus l'enjeu du délai n'est plus là avec l'intelligence artificielle. Mais 1200 pages d'ALENA là, auraient été traduites en quelques minutes. Okay? Quelques minutes. Alors, donc, profitons du temps que justement ce gain de productivité-là permet de faire. Profitons du temps pour améliorer le texte. Et ce qui est fondamental, c'est de présenter aux étudiants qu'il n'y a pas que satisfaire le client qui est important, il y a satisfaire aussi la société pour laquelle on travaille. Et l'enjeu de l'acculturation, il est vraiment, vraiment crucial. Pour prendre un exemple un peu stupide, là, si on se mettait à canceller des appointements dans toutes nos traductions, là, ça aurait un impact majeur, majeur. Dans un sens, c'est ce qu'on fait lorsque, j'ai pris l'exemple des chiffres arrondis, là,
dans un sens, ça, c'est une forme de canceller des appointements. Là. On traduit en français, on traduit, on donne avec des mots français une forme anglaise. OK? Alors, c'est pas normal. C'est comme ça pour n'importe quelle langue, là. OK? Alors, donc, il faut jouer sur... C'est sûr qu'il faut sensibiliser les étudiants à la culture générale, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient toute la culture dont on aimerait qu'ils aient au sortir de l'université. Il n'y a Non, qu'un bien seul sûr. programme universitaire qui met Oui. des diplômés fonctionnels sur le marché. Hein. Un seul programme universitaire. C'est la médecine. Mhm. C'est la médecine. Pourquoi? En raison de la longue résidence. La la résidence est pratiquement plus longue que la durée des études. Pratiquement. Alors là, là, on peut dire que le diplômé est fonctionnel. Dans notre cas, c'est impossible. J'ajouterais juste une petite remarque parce que tu as mentionné un terme important, acculturation. Oui. On la remarque surtout avec l'information continue. Oui. Et ce qui est vraiment très, très important, parce que, bon, la première des choses, avez-vous besoin d'avoir des nouvelles à 3 heures du matin? Peut-être pas, hein? Mais il y a aussi que les journalistes, souvent, en tout cas un certain nombre, répètent toujours les mêmes erreurs, les anglicismes ou d'autres constructions. Et puis ça, c'est répété, c'est répété, c'est répété. Alors, il y a des gens qui, comme moi, pensent que même à la société d'État, les nouvelles devraient être passées au pupitre. Si elles sont passées vite. Et puis à ce moment-là, je demeure toujours surpris que des journalistes qui gagnent leur vie avec la langue accordent, en tout cas certains d'entre eux, là, je dirais pas tout le monde, accordent si peu d'importance à la langue. Il y a quelqu'un qui me disait « Ah, ça, c'est des paroles, ça s'en va, c'est pas écrit, ce n'est pas grave. » Non, c'est grave parce que la plupart des gens prennent leurs nouvelles, ils écoutent les nouvelles. Il y a beaucoup plus de gens qui écoutent les nouvelles qui les lisent. Et l'effet de répétition a vraiment un effet sur l'acculturation au niveau de la langue française. Ah, ça c'est certain, ça c'est certain. Et c'est là qu'il est important que tous les professionnels de la langue unissent leurs efforts pour montrer comment les choses peuvent être dites autrement. Et c'est là aussi où toute la terminologie doit être au rendez-vous. C'est crucial. Lors du dernier congrès de l'OTIAC, notre conférencier d'ouverture, c'était Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec. Et il disait en Finlande, la Finlande a comme politique de systématiquement trouver de nouvelles appellations pour toute la néologie qui sort, par exemple en anglais. Alors, il faut qu'on dynamise cette néologie-là dans toutes les langues. C'est fondamental. Prenons l'exemple, là, il y a 2 semaines, il y avait une discussion sur un projet de loi sur les no-shows. Ben, tant qu'on ne sait pas que c'est client ou patient fantôme, ben, l'expression qui va être utilisée, ça va être no-show. Ça presse d'avoir. Donc, il faut qu'on unisse tous nos efforts pour dynamiser ça. Mais c'est comme ça dans toutes les langues parce que tout va vite actuellement. Il y a un avantage à la vitesse, puis il y a des inconvénients à la vitesse. Merci beaucoup. Merci, André. Il y avait Zélie, puis là, il y a Meggy. Allez-y, Meggy. En fait, moi, je suis étudiante, Oui. puis je m'informe beaucoup sur l'intelligence artificielle nécessairement. Puis il y a quelque chose qui me revient beaucoup, c'est qu'on prône la spécialisation, de nous vendre comme un spécialiste langagier. Je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile à faire comme étudiant qui n'a aucune expérience, justement, parce qu'on peut comme pas être spécialiste sans nécessairement avoir d'expérience. Je sais comme pas comment aborder l'entrée sur le marché du travail. Alors, je vais faire je vais revenir à ma comparaison avec les avocats. Vous savez, l'avocat qui sort avec son diplôme, là, il décide, par exemple, que lui, ce qui l'intéresse, c'est le droit familial. Lui ou elle. OK? Alors, il veut s'en aller en droit familial. Il n'est pas en mesure de pratiquer là, le droit familial là, le jour où il obtient son diplôme. Là.
Alors, ce qu'il fait, vous savez, les comptables, c'est la même chose, les avocats aussi, là, ils ne vont jamais travailler solo au début. Ils vont en cabinet parce qu'ils vont se faire former. Alors, quand je donne une conférence aux étudiants, le premier conseil que je leur dis, spécialisez-vous. Deuxième conseil, c'est faites-vous encadrer parce que vous n'êtes pas prêt encore. C'est comme ça pour tous les métiers et toutes les professions. Il n'y a qu'un seul métier ou une seule profession là, qui met un diplômé fonctionnel sur le marché, c'est la médecine. Tous les autres métiers, toutes les autres professions, les diplômés sont non fonctionnels. C'est le marché du travail qui les prend sous son aile, qui leur permet de se spécialiser. Okay? Alors, c'est pas anormal ce que vous vivez là. Mais c'est ça, puis le domaine est quand même hautement compétitif parce que Ouais. justement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ben, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'elle est fiable. Fait que c'est quand même un défi de se démarquer puis de se lancer, je dirais. C'est un défi, mais vous savez, plus les gens l'utilisent, l'intelligence artificielle, et plus elle voit qu'elle hallucine, mais en même temps, plus elle se pollue et se corrompt elle-même. OK? Alors ça, c'est un enjeu. Pourquoi DeepL est meilleur que Google Translate? Parce que DeepL est nettoyé par des traducteurs professionnels, alors que Google Translate ne l'est pas. Ou en tout cas, pas au même niveau. En passant, un des meilleurs clients pour avoir, comme quand on est traducteur, là, c'est Google. C'est un excellent client. Il utilise la traduction professionnelle énormément et il traite les traducteurs très bien et les paye très bien. Et pourtant, c'est lui qui... Ils utilisent aussi Google Traduction, Google, mais ils utilisent les traducteurs professionnels. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. D'autres questions ou commentaires? Oui, Monsieur Afolabi. Oui, oui. Je suis en train d'activer C'est pas grave, la je vous vidéo. entends. OK, d'accord. Bon, merci beaucoup à Monsieur Belabé pour votre merveilleuse, intéressante conférence. C'est toujours un plaisir, en fait, de vous écouter. Et je dois vous informer que je suis présentement en classe avec mes étudiants qui vous ont écouté aussi. Et on est content que vous avez donné l'exemple de test juridique parce que dans le cours, l'un des tests que nous avons étudié, ça porte sur la traduction juridique au Canada, n'est-ce pas, les amis? Donc, ça nous intéresse de vous entendre parler de ça. Donc, ma question, en fait, c'est concernant le moment où il faut introduire les étudiants à la traduction automatique. Il y a un débat là-dessus. Il y en a qui disent que c'est bon au début de l'apprentissage. Il y a certains qui préconisent que c'est mieux au milieu et d'autres à la fin. Donc, selon vous, à quel moment est-ce que vous allez conseiller d'introduire les étudiants à la traduction automatique à l'intelligence artificielle? Merci beaucoup. Aïe, je ne suis pas sûr que je vais donner un conseil ou une recommandation. Comme j'ai dit en tout début de conférence, j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour le travail que tous les professeurs et chargés de cours vous faites. Mon intuition me dit que même si on ne veut pas l'utiliser au début, là, si on dit qu'on devrait apprendre, j'ai l'impression que les étudiants l'utilisent. Je soupçonne qu'il va falloir passer par la révision. Je soupçonne. Alors, mais ça, c'est vous qui allez le déterminer beaucoup mieux que moi, là. Beaucoup mieux que moi. Je voudrais revenir, c'était pas innocent que j'ai utilisé la loi sur les langues officielles comme exemple. En fait, j'ai utilisé une loi, j'aurais pu prendre n'importe laquelle. J'ai pris celle-là parce que tout le monde la connaît. S'il est possible d'avoir deux versions très différentes, dont le message est le même, mais dont l'apparence est très différente, dans les lois, on peut le faire dans tous les textes. Dans tous les textes. Ça, c'est extrêmement important. Dans le temps des fêtes, j'ai acheté une bouteille de champagne. Champagne, c'est français. L'étiquette. Alors, l'étiquette faisait 5 lignes. La description du champagne en question faisait 5 lignes en français, 8 en anglais. Donc, c'est pas que l'anglais est plus court et que le français est plus long, c'est que la traduction est plus longue, en général.
en général. Parce que, comme M. Sénécal l'a dit tantôt, les délais jouent. Les délais jouaient. Aujourd'hui, grâce à la technologie, les délais sont beaucoup moins un facteur et en fait nous permettent de peaufiner les textes beaucoup plus que ce que le temps nous permettait avant. Beaucoup plus. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonjour à vos étudiants. Oui, ils vous disent bonjour aussi. Merci. Est-ce qu'il resterait des dernières questions, des derniers commentaires pour M. Barabé? Ben, je vous Non, mais remercie infiniment m'avoir donné l'occasion de vous rencontrer. Et encore une fois, merci pour le travail formidable que vous faites. un grand merci à vous, M. Barabé. Je rappelle à tout le monde que la conférence sera disponible dans environ 2 semaines sur notre site Internet. Donc, vous pourrez la réécouter, la partager, etc. Bonne fin de semaine. Merci. Joyeuse Au revoir tout Pâques le en monde. Bonne fin de avance. semaine. Bon printemps et bon été. Si on peut avoir un printemps à un moment donné. Au revoir.